Bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et activant la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Reda. Aujourd'hui, j'ai bien plus de kilomètres derrière moi que devant. Mais si je vous parle, ce n'est pas pour raconter un simple voyage. Ce que j'ai vécu il y a des années, je ne l'ai jamais confié à personne, jusqu'à maintenant. J'avais 29 ans quand je quittais tout, mon travail, mon appartement, ma vie d'avant. Je travaillais dans une banque, un bon poste, une stabilité enviable, du moins en apparence. Mais tout ça s'effondra le jour où Amina décida de partir. Amina, j'aurais pu dire qu'on s'aimait à la folie, que j'aurais tout fait pour elle, mais ce serait trop simple. L'amour n'était pas une histoire bien rangée, avec un début et une fin propre. C'était un truc qui vous rongeait, qui vous marquait. Amina était malade, gravement malade. Et un jour, elle décida que nous devions plus être ensemble. Vis ta vie, Reda, ne reste plus coincé dans l'attente. Je n'avais pu rien faire, rien pu dire. Après ça, je devenais un fantôme dans mon propre corps. Chaque matin, en enfilant mon costume, je me demandais combien de temps encore je tiendrais. Puis un jour, je cessais de me poser la question. J'annonçais à mes proches que je partais, pas pour une destination précise, juste pour prendre la route. Ils comprenaient, peut-être pas totalement, mais ils savaient que j'en avais besoin. On m'avait conseillé de prendre ma voiture, mais ce n'était pas ce que je voulais. Je ne cherchais pas une destination précise, je voulais me laisser guider par le hasard. J'avais décidé de faire de l'autostop, personne n'avait tenté de m'en dissuader. Avant de partir, je préparais mon sac. Quelques vêtements, un peu d'argent, un carnet, une petite tente, de quoi me préparer à manger et une batterie de secours pour mon téléphone. Même si je voulais couper avec tout ça, je savais qu'il me fallait un moyen de rester joignable, au cas où. Puis, je fermais la porte de mon appartement, sans savoir si je le rouvrirais un jour. Je descendais dans la rue. Il était tôt, le monde semblait encore endormi. La ville était grise, impersonnelle, comme si elle m'effaçait déjà. Je ne savais pas où j'allais. Je voulais juste partir loin, sans destination. Je marchais jusqu'à la sortie de la ville. Et là, au bord de la route, le pouce en l'air, j'attendais, sans savoir que ce voyage allait me conduire bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, car ce que je vécus ensuite, personne ne pourrait y croire. La première voiture qui s'arrêta était conduite par un commercial. Il devait parcourir environ 150 km. Je lui demandai de me déposer au bord de la route, juste avant la bifurcation qu'il devait prendre pour rejoindre la petite ville où se trouvait son client. Je ne me souviens plus de son nom, mais il était vraiment très bavard. Le type parlait sans arrêt, sans vraiment écouter. Peut-être avait-il simplement besoin de parler, un besoin né de la solitude constante, imposée par son métier. Du moins, c'est ce que je supposais, ou peut-être qu'il avait toujours été comme ça. Quand il termina de vider son sac, il me demanda pourquoi je voyageais sans destination précise et pourquoi j'évitais les grandes villes. Je lui racontai brièvement ce que j'étais en train de traverser. Il comprit le sens de ma démarche, me donna raison et arrêta de parler pour parler. La conversation prit un tour plus naturel. Arrivé à la bifurcation, je descendis du véhicule et le remerciai. Alors que je marchais le long de la route, un routier s'arrêta. Il transportait de la marchandise pour une livraison dans une petite ville au bord de la mer. Il devait avoir les 60 ans. J'appréhendais un peu les conversations que je pourrais avoir en faisant de l'autostop. Mais les sujets s'enchaînèrent naturellement, et pendant un bref instant, j'en oubliais les raisons qui m'avaient poussé à prendre la route. Avec ses nombreuses années passées sur les routes, le routier me raconta plusieurs anecdotes intéressantes. Je ne voyais pas le temps passer. Il s'arrêta dans une station-service avec restaurant. Il insista pour qu'on mange ensemble. J'essayai de décliner poliment, mais en vain. On mangea ensemble, je le remerciai, et on se quitta. J'avais trouvé sur mon téléphone la localisation d'une aire de bivouac au bord de la mer, à quelques minutes de marche, où je pouvais installer ma tente. Je voulais la monter avant qu'il ne fasse nuit, c'était l'été, et en réalité, je n'avais pas vraiment besoin de l'attendre. Je pouvais dormir dans mon sac de couchage, et la fraîcheur de la nuit me ferait du bien après cette chaude journée. Mais je ne voulais pas être dérangé par les insectes ou d'autres animaux nuisibles. L'installation de la tente me donna du fil à retordre, c'était une première pour moi. Heureusement, un couple installé un peu plus loin vint à ma rencontre en passant et me donna un coup de main. Ils me montrèrent l'aménagement de l'aire de bivouac, les 2 ou 3 douches disponibles et les foyers où je pouvais faire du feu.
Puis, je me rendis à la plage. C'était apparemment une plage peu fréquentée, et j'étais pratiquement le seul à y être, car le ciel s'était assombri. Les derniers visiteurs se préparaient à quitter les lieux. Je me laissais aller au rythme des vagues qui s'accéléraient de plus en plus à mesure que le temps passait. Puis, je sortis de la mer, me dirigeai vers les douches et pris un moment pour me rincer le sel et le sable. Ensuite, j'allumai un feu. Avec une canette en main, je sirotais une boisson caféinée tout en me séchant devant les flammes qui dansaient. Après m'être séché, avant de retourner à la tente, je jetai un dernier regard à la mer, fermant parfois les yeux pour écouter les bruits des vagues. C'était comme une forme de thérapie pour moi. À un moment, je vis le couple qui m'avait aidé. La femme et l'homme s'étaient pris dans les bras avec tendresse, ce qui me rappela immédiatement pourquoi j'étais là, Amina. La femme avec qui je voulais passer le restant de ma vie était gravement malade et avait mis fin à notre relation. Je refusais d'accepter qu'elle ne veuille plus de moi. Au fond, je fuyais la vérité. Celle que j'aimais allait bientôt mourir. Plus le temps passait, plus le sommeil m'envahissait. Je rentrais dans ma tente et m'endormis. Le matin, je pris mon petit déjeuner, puis enchaînai quelques autostops, passant de village en village sur la route principale. Une famille s'arrêta et me prit dans leur voiture avec leurs 2 enfants. Je trouvais qu'on était à l'étroit dans leur voiture et je ne voulais pas les déranger. Ils s'étaient arrêtés de bon cœur et ils étaient très joyeux, discutant avec moi. Lorsqu'ils me demandèrent ma destination, je leur répondis brièvement que je voulais juste me reposer mentalement, que je n'avais pas de destination précise et que peu importe l'endroit, je voulais simplement sortir des villes. Ils trouvèrent l'idée originale et me dirent que c'était une bonne idée. Ils habitaient un village. Ils insistèrent pour m'inviter chez eux. J'avais d'abord refusé poliment, mais ils insistèrent tellement que je finis par accepter. Je trouvais cette famille très ouverte d'esprit, très accueillante et en même temps originale. Je ne me rappelais pas avoir parlé aussi librement avec quelqu'un et je me sentais apaisé. J'enviais même cette famille. Le soir, je cherchais sur mon téléphone les lieux intéressants à visiter dans la région. Le matin, je remerciais cette famille et pris la route. Je demandais souvent aux gens qui me prenaient en stop de me parler des histoires et des légendes de la région. Dans chaque endroit où je passais, il y avait dans le passé des récits, bons ou mauvais, qui m'intéressaient. Tout allait bien pour le moment. Je n'avais rencontré aucun problème, mais cela n'allait pas tarder à changer. Je montais dans un pick-up conduit par un éleveur qui se rendait dans une plaine en hauteur où il faisait paître ses bêtes l'été. Le type m'avait l'air froid et je me demandais pourquoi il m'avait pris dans son véhicule, comme s'il était dérangé par ma présence. L'éleveur m'avait dit qu'il n'y avait pas de lieu à visiter et rien à voir dans le coin. « Bonjour l'accueil », me dis-je au fond de moi. Je ne lui avais même pas demandé où il se rendait exactement, ni les villages les plus proches. Je voulais juste quitter son véhicule. Je lui demandais de me déposer à la bifurcation, là où il allait quitter la route, et moi, je continuerais à marcher. Je voulais continuer l'autostop pour partir d'ici. Je n'avais plus envie de lui poser d'autres questions. Je descendis du véhicule et le remerciai. Aucun véhicule ne passait par là, et mon téléphone captait une seule barre de réseau parfois. Et parfois, il ne captait pas du tout. C'était une petite route qui montait et descendait. La route semblait déserte et j'avais marché un bon moment. Il me fallait un point de vue en hauteur sur la région. Je me mis donc à un endroit le plus élevé possible. De là, j'aperçus quelques toits au loin. Était-ce un village ou un hameau? Impossible de le dire à cette distance. Mais je pensais que même après 4 heures de marche sans pause, je n'y arriverais pas. En marchant, mes pieds étaient en feu et le soleil était sur le point de se coucher. Je regrettais de ne pas avoir suivi le type qui m'avait déposé sur cette route. J'avais sans doute renoncé en me disant que si les gens du village étaient comme ce type, l'endroit ne devait pas être accueillant. Je regrettais quand même de ne pas lui avoir demandé où se trouvaient les endroits habités les plus proches. Je n'avais pas d'autre choix que d'avancer droit devant moi en espérant qu'un véhicule s'arrête. Je ne pouvais pas faire demi-tour. J'avais marché 2 heures, mais je n'étais tombé sur aucun panneau de signalisation non plus. J'étais tellement fatigué que je n'avais plus la force d'installer ma tente. Il ne me restait presque plus d'eau. En marchant, j'entendis un bruit d'écoulement d'eau venant de la forêt. Alhamdulillah, Dieu soit loué, me dis-je. Il me fallait prendre un risque en quittant la route, m'enfoncer dans la forêt avoisinante et chercher de l'eau. Le ciel s'assombrissait de plus en plus et le temps se rafraîchissait. La peur m'envahit, accompagnée de bruits comme si quelqu'un ou quelque chose écrasait des brindilles en marchant dessus. Parfois, c'était des bruits venant des buissons, probablement des animaux, me disais-je.
Je me sentais comme un enfant, ayant peur de passer la nuit seul dans sa chambre pour la première fois sans ses parents. Je me demandais ce que je ferais en cas d'attaque d'animaux féroces. J'avais mis de la musique sur mon téléphone pour me détendre et penser à autre chose. Soudain, j'aperçus une petite cabane. J'étais tellement heureux de tomber dessus que je courus vers elle pour demander de l'aide. Mais lorsque j'arrivai près de la porte, mes espoirs tombèrent à l'eau. La cabane était en ruine. La porte était à moitié ouverte, comme si quelqu'un l'avait laissée précipitamment. Je décidai de me réfugier à l'intérieur. J'étais trop fatigué pour installer ma tente, mais il me fallait m'assurer que l'intérieur n'était pas occupé par un animal. Je jetai une pierre à l'intérieur. La petite cabane semblait vide. J'allumai ma torche électrique et poussai la porte. Elle tomba au sol. C'était un miracle qu'elle soit encore debout. Je me disais qu'elle avait été abandonnée depuis plusieurs années. J'installai mes affaires et fis du feu devant l'entrée de la cabane où il n'y avait plus de porte en espérant que cela éloignerait les animaux nocturnes. Je m'assis un moment pour reposer mes pieds devant le feu crépitant. J'écoutais les bruits de la forêt quand le bruit de l'eau se fit plus net. Probablement un ruisseau, me dis-je. En regardant en direction des bruits, j'aperçus le ruisseau. Il n'était qu'à quelques mètres de la cabane. Je me levai, allai jusqu'au ruisseau et bus de profondes gorgées. Je peux vous dire que c'était la meilleure eau que j'avais jamais bu de ma vie. Je remplis ma gourde et les 2 bouteilles d'eau vides que j'avais gardées avec moi. Je retournai à la cabane et ramassai des branches d'arbres pour nourrir le feu. Une chose attirait mon attention. La forêt était plongée dans un silence étrange. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle elle était devenue silencieuse. J'avais essayé de remettre la porte debout, mais les charnières avaient lâché et la porte ne servait plus qu'à protéger partiellement du vent. Une bourrasque l'aurait probablement fait tomber en un rien de temps. Je m'allongeai sur mon sac de couchage et méditais sur mon passé et mes jours à venir. Puis soudain, j'entendis un léger froissement de petites branches venant des buissons. J'étais trop fatigué pour y prêter attention. Je me disais qu'il s'agissait probablement d'un petit animal qui rôdait autour de la cabane. Ou peut-être le bruit d'un vent léger qui agitait les feuilles des buissons. L'endroit habité le plus proche devait être probablement très loin. Je fermai les yeux et m'endormis si vite que je me retrouvai dans mon rêve, les yeux ouverts dans la cabane. Mais elle n'était pas en ruine. Elle était meublée. Je savais très bien que j'étais dans un rêve, car le sommeil m'avait emporté sur le champ. Avez-vous déjà fait des rêves dans lesquels vous saviez que vous rêviez? J'étais dans une telle situation. Je me levai, ouvris la porte et sortis de la cabane. Il faisait encore nuit. Une dame âgée était assise devant un feu, le dos tourné. Je la saluai, mais elle ne me répondit pas. J'avançai vers elle et fis le tour d'elle. Elle faisait cuire quelque chose sur le feu, mais ne détournait pas ses yeux de la marmite. Je m'adressai de nouveau à elle et lui dis « Tu habites ici, ma tante ?» Elle ne me regardait même pas, elle se parlait à elle-même. Je leur cuis des os, ils aiment ça les os. Dit-elle, c'était comme si elle ne me voyait pas. Je lui demandai « Tu prépares à manger pour tes enfants, ma tante ?» Elle se tourna enfin vers moi et me dit « Non, mais ils sont comme mes enfants. » Puis, j'entendis des bruits de pas s'approchant. La femme se leva rapidement et alla se réfugier à l'intérieur de la cabane. 3 hommes arrivaient, des bâtons en main et des torches électriques qui éclairaient faiblement autour d'eux. Ils passèrent juste à côté de moi, comme si je n'existais pas. L'un d'eux donna un grand coup de pied sur la marmite posée devant la porte de la cabane. La marmite roula sur le sol et il cria « C'est toi qui as tué ma femme, ouvre la porte !» Puis, sans attendre, les 3 commencèrent à enfoncer la porte à coups de pied et d'épaule. J'avais voulu les arrêter, leur parler, me mettre devant eux, mais je ne pouvais rien faire. Mon corps passait à travers le leur, c'était comme si j'étais un fantôme. Et là, je les voyais, juste derrière les hommes, il y avait des silhouettes sombres. Elles étaient fines, longues, presque collées à eux. Les hommes ne semblaient pas les voir, mais moi oui, je les voyais très bien. Elles murmuraient doucement tout près de leurs oreilles. C'était ce qu'on appelle des waswasa, des chuchotements étranges qui entrent dans la tête pour pousser à faire le mal. Ces hommes-là, ce n'était plus vraiment eux. Puis, mes yeux se fermèrent et en les rouvrant, je me retrouvai devant un puits, là où les 3 hommes venaient de faire disparaître le corps de cette pauvre dame. Le ruisseau dans lequel j'avais bu de l'eau semblait longer le puits. Alors que ces 3 pourritures s'éloignaient du puits et s'enfonçaient dans la forêt, des hurlements effrayants de loups venant de toutes parts se firent entendre, suivis de grognements. Les 3 hommes semblaient vouloir fuir, mais ils étaient comme acculés.
Ils se tenaient dos à dos, armés de leurs bâtons, pointant leurs torches électriques dans toutes les directions, pour essayer d'identifier la source des grognements. L'étau se serrait sur ces criminels. Les loups apparurent d'abord par leurs yeux brillants, qui reflétaient la lumière des torches. Ils étaient immenses. Les 3 meurtriers furent mis en pièces. Leurs corps n'étaient plus reconnaissables. Puis les loups foncèrent vers le puits et se mirent à hurler. C'étaient des hurlements empreints de tristesse. Je me retrouvais alors allongé sur mon sac de couchage. Quelqu'un qui devait avoir la trentaine entra et me secoua par les épaules en disant « Lève-toi, il faut que tu nous aides ». J'ouvris les yeux pour de bon, j'étais sorti de ce cauchemar finalement. En me levant, j'avais réellement l'impression d'avoir été secoué. Je me posais 2 questions. Est-ce que je devais longer le ruisseau pour chercher un puits à proximité et vérifier s'il y avait eu réellement un drame? Et si je n'y allais pas, pensais-je, je pris mes affaires et quittai les lieux tel un froussard qui fuit. Mais à peine avais-je fait quelques pas dehors et m'éloigné de la cabane et du ruisseau pour rejoindre la route que j'entendis un grognement venant des buissons. Un loup en sortit, s'approchant lentement de moi. J'étais figé, le cœur affolé. Il était énorme, bien plus grand que tout ce que j'avais vu à la télé. Mais celui-ci me semblait anormalement grand. Était-ce un rêve? Était-ce l'un des loups de mon cauchemar? Il ne semblait pas vouloir me faire du mal. Je décidai de faire mine de ne pas l'avoir vu et de m'éloigner discrètement. Mais à peine avais-je essayé qu'il grogna. « Bismillahirrahmanirrahim » dis-je tout bas en récitant la formule sacrée. Je m'arrêtai et changeai de direction. Mais il se remit à grogner. Je m'arrêtai de nouveau. Il s'avança vers moi lentement, puis se tourna dans une direction. Il fit quelques pas, puis revint vers moi. Il semblait vouloir me faire comprendre que je devais le suivre. « Tawakkaltu ala Allah » murmurai-je, « je m'en remets à toi, Allah ». Je suivis l'animal, il longeait tranquillement le ruisseau. Au bout d'un moment, j'aperçus une maison, puis une autre. « Y a quelqu'un » criai-je. « Est-ce qu'il y a quelqu'un » Mais personne ne répondit. Pendant un instant, je pensais que j'étais sauvé, puis la réalité me rattrapa brutalement. Les maisons étaient en ruine, abandonnées. La végétation avait tout envahi, grimpant le long des murs effondrés comme si elles étaient chez elles. Je réalisai alors que je me trouvais à la périphérie d'un village. Un village qui, lui aussi, semblait totalement abandonné. Je traînais la patte, épuisé. J'avais perdu le loup de vue un bref instant, quand je sentis son museau me pousser doucement dans le dos. Il se trouvait derrière moi, mon cœur s'emballa. Tout en murmurant des prières, j'avançais. Le loup repassa devant moi et je me résignai à le suivre. En marchant, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce rêve cachait un secret. Après avoir marché un moment, je reconnus le puits que j'avais vu en rêve. Il avait l'air différent, presque plus réel, plus inquiétant. Je regardai à l'intérieur puis scrutai les alentours. Le loup avait disparu. L'intérieur du puits était sombre. J'allumai le flash de mon téléphone et je reconnus les vêtements de la vieille dame au fond. Je vais me limiter à décrire ce que j'avais vu. Vous le comprendrez à la fin de mon histoire, car je ne le comprenais pas sur le champ. Je ne pouvais pas continuer à regarder une seconde de plus. Je m'écroulai au sol et, alors que mes larmes coulaient sur mes joues, je vomis le peu de nourriture que j'avais dans l'estomac. Une tristesse profonde me fit oublier la raison pour laquelle j'avais pris la route. Puis je m'adossai contre le tronc d'un arbre. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant quoi faire. Mon téléphone ne captait toujours pas. Je ne savais pas qui était cette pauvre dame, mais une chose était sûre. Elle méritait une tombe, une vraie, une tombe qui lui soit dédiée. Une chose était désormais claire. J'avais pris la route en espérant trouver la paix intérieure. Mais les choses avaient pris un tout autre tournant. Maintenant, c'était devenu une véritable quête. Trouver un moyen d'offrir à cette pauvre femme un endroit où l'on pourrait venir se recueillir et prier pour son ruh, son âme. Mais comment annoncer cette découverte aux autorités? Allaient-ils me croire? Ne risquais-je pas de passer pour un fou? Ou pire, pour un meurtrier qui fait semblant d'être innocent? Je me trouvais dans le village abandonné, presque perdu parmi les ruines. Au détour d'un chemin, j'aperçus une vieille voiture presque complètement cachée sous les plantes. Et un homme âgé errait non loin de là, semblant lui aussi perdu. Il regardait dans le vide avec un regard rempli de tristesse. Je me sentis soulagé de croiser quelqu'un. Je le saluai et il me répondit. Il s'approcha, me fixa un moment comme s'il tentait de me reconnaître, puis me dit « T'es qui, fiston? T'as pas l'air d'être d'ici, toi. »« Je m'appelle Reda. »« Non, je ne suis pas d'ici, mon oncle.
Et qu'est-ce que tu fais là? Demanda-t-il d'une voix grave. Je ne savais pas trop quoi lui dire. Tout ce que je voulais, c'était quitter ce village. Je faisais de l'autostop, mais personne ne s'est arrêté. Comme j'ai croisé aucun véhicule, je me suis un peu perdu dans la forêt. Je n'osais pas lui parler des choses étranges que j'avais vécues. Si quelqu'un m'avait raconté ça dans un endroit pareil, je l'aurais pris pour un fou moi aussi. L'homme me regarda un peu méfiant, puis soupira. T'as pas peur, fiston, d'être là ici tout seul? Je ne voulais surtout pas lui parler de la vieille dame dans le puits. Qui croirait une histoire pareille? Alors, je pris un moment, cherchant une excuse. Désolé, je n'ai pas vraiment réfléchi. Il me fixa un instant de plus, puis dit « Écoute, si tu veux, je peux te conduire au village voisin, là où je vis. T'as besoin de repos. T'as pas bonne mine, fiston. Suis-moi et pas de refus. » J'étais épuisé et sa proposition tombait à pic. « Merci beaucoup, tonton. J'accepte avec plaisir. » On monta dans son véhicule. Il s'appelait Ahmed. Son village n'était pas très loin en voiture. Et lui semblait calme et posé. Sa maison était modeste mais accueillante, avec des fenêtres qui donnaient sur un jardin où des plantes grimpantes s'épanouissaient. Ahmed me proposa du thé, ce que j'acceptai sans hésiter. Je m'assis, fatigué, mais aussi curieux de comprendre pourquoi cet homme semblait connaître les secrets de cet endroit oublié. Après quelques gorgées, je lui demandai « Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village abandonné? Pourquoi il n'y a plus personne ?» Oncle Ahmed se tourna vers moi et commença à parler de son passé. Autrefois, c'était un endroit paisible comme tant d'autres. Mais tout a changé il y a des années. Ma sœur Fadila a disparu, comme une bonne partie des villageois qui étaient restés là-bas. Beaucoup étaient déjà partis bien avant, mais ceux qui sont restés, ils ont disparu les uns après les autres. J'avais insisté pour que ma sœur parte elle aussi, mais elle disait que ce n'était pas encore le bon moment. Parfois, je m'en veux tellement de ne pas avoir insisté davantage. Mais je me dis que c'était le destin, que j'avais fait ce que j'avais pu. Je le regardais, surpris, et lui demandais « Comment ça a disparu, tonton ?» Oncle Ahmed baissa la tête. « Je sais qu'elle n'est plus là, mais parfois, je sais pas pourquoi, je retourne là-bas. Personne n'y va plus, mais moi, c'est comme si quelque chose me poussait à y retourner. » Il se leva et alla chercher un cadre photo posé sur une petite table. Lorsqu'il me le tendit, je fus frappé par le visage de la femme sur l'image. C'était elle, la même femme que j'avais vue dans le puits. « C'est ma sœur unique, Fadila, » dit Ahmed d'une voix douce. « Elle ne s'est jamais mariée. Sa vie était consacrée à aider les gens tourmentés par les djinns. Elle avait un don pour les libérer des entités maléfiques. Mais un jour, un homme est arrivé au village. Il s'appelait Ahmed. Il s'est fait passer pour un imam. Mais en réalité, il pratiquait la sorcellerie. Il a attiré ici des djinns parmi les plus dangereux. Et depuis ce jour-là, tout a basculé. Je restais bouche bée. La femme que j'avais vue n'était pas simplement une victime. Elle faisait partie de quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond. » Ahmed soupira, puis ajouta d'une voix empreinte de tristesse. « Je sais qu'elle n'est plus là, mais je crois qu'il reste des choses à réparer. C'est pour ça que je retourne parfois là-bas, même si je sais qu'elle ne reviendra plus. Écoute, mon oncle, j'ai vécu quelque chose que personne d'autre que toi ne pourrait comprendre. C'est mon devoir de te raconter ce qui m'a réellement amené dans cette forêt. » Je me mis alors à tout lui raconter, mon rêve, puis la découverte du corps sans vie de sa sœur Fadila dans le puits. Le corps de cette femme pieuse fut sorti du puits. Je peux vous le dire maintenant, son corps était intact. Après le lavage mortuaire, le corps de cette martyre fut enveloppé du linceul. Et lors de l'enterrement, il n'y avait aucune odeur de mort, aucun signe de corruption. Un léger parfum doux flottait dans l'air, tout le village était présent. Pendant les 40 jours qui suivirent l'enterrement, je restais aux côtés d'oncle Ahmed pour l'assister, car il n'avait ni parents ni enfants. Le 40e jour, on alla au cimetière et la sourate Yassine fut récitée pour l'âme de sa sœur Fadila. Ma mission était terminée avant de reprendre le chemin pour rentrer chez moi. Je demandai à oncle Ahmed s'il avait besoin de quoi que ce soit. Je lui remis mon numéro de téléphone et lui dis de m'appeler quand il le voudrait en cas de besoin. Arrivé chez moi, même si j'avais repris une vie normale, et que cette histoire m'avait reconnecté au monde, j'éprouvais le besoin de m'adresser à un homme de religion. C'est pourquoi j'avais raconté tout à un imam. Il m'écouta attentivement et me dit « Il y a des épreuves que l'on ne comprendra jamais. » Puis il ajouta que, selon lui, le loup était peut-être un des bons djinns qui assistaient Fadila, et qu'il ne voulait pas m'effrayer
en montrant sa vraie apparence. Le rêve que j'avais eu n'était peut-être pas simplement un rêve, mais une manipulation des djinns pour préparer mon esprit à la découverte de Fadila. Il ajouta que la période où son frère n'avait pas trouvé sa sœur rapidement pourrait être vue comme une période de préparation afin qu'il accepte la perte de sa sœur. Le corps intact de Fadila, malgré les années écoulées, et le doux parfum qui flottait lors de son enterrement était selon lui un signe de martyr. J'avais pris la route sans destination précise, juste pour m'éloigner de la douleur. La femme que j'aimais s'était éloignée, rongée par la maladie, et je ne savais pas comment vivre avec cette absence. Je cherchais un refuge, un sens, et c'est au cœur d'un village oublié que j'ai trouvé bien plus que je cherchais. J'ai découvert l'histoire d'une femme pieuse arrachée à ce monde par le mal et d'un homme qui vivait avec le silence en guise de deuil. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé toutes les réponses, mais j'ai trouvé quelque chose de plus précieux, la paix. Et parfois, il faut traverser l'ombre pour comprendre la lumière. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.